This pandemic has provided an opportunity for a reset. Monsieur le Président, toutes les actions de ce gouvernement se font dans le secret. Le premier ministre refuse d'informer les Canadiens au sujet des allégations sexuelles à l'armée, des contrats signés avec les amis libéraux et maintenant d'une menace pour la sécurité nationale. Le premier ministre a donné accès à des renseignements de recherche qui incluent des échantillons de virus mortels à l'armée chinoise. Le premier ministre a créé une situation très dangereuse pour la sécurité nationale canadienne. Peut-il nous dire combien de scientifiques qui ont des liens avec le gouvernement chinois travaillent dans nos laboratoires canadiens? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée, nous ne pouvons pas fournir davantage de renseignements ou de commentaires. The Prime Minister of Canada has decided, after thinking about it a lot, that vaccines just don't work. And we know that because he said it out loud. Watch this. Vaccinations on their own are not enough to keep us safe. We need to engage in the right kinds of behaviors, do things that the Conservatives aren't always good at, like wearing masks, keeping distances, and obeying public health rules. So, the leader of Canada, our closest ally, just explained on television that according to the science, the vaccine doesn't stop COVID. Et à quel moment pensez-vous qu'on va commencer à franchir l'autre versant de la montagne pour enfin un peu de répit là, pour vous, ça viendra quand? La solution pour sortir de cette crise du variant Omicron, comme de tous les autres variants qui pourraient émerger dans le futur, c'est de se faire vacciner. The notwithstanding clause does is says, regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that's wrong, we're still going to go ahead and do it. It's basically a loophole that allows a majority to override fundamental rights of a minority. And that's why I agree with my father that it is not a great thing to have in a Charter of Rights and Freedoms. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome. Le premier ministre du pays, M. Trudeau, y est allé de sa troisième intervention dans la campagne référendaire. Ce soir, il a déclaré qu'à la suite d'un non au référendum, Ottawa va mettre immédiatement en marche le mécanisme de renouvellement de la Constitution et il n'y aura pas de relâche avant que la réforme ne soit complétée. M. Trudeau a fait cette promesse solennelle à une grande assemblée des partisans du non à Montréal. James Bamber y était. Le premier ministre Trudeau aura fait 3 interventions dans la campagne référendaire. Interventions espacées le long de la campagne, de manière à leur ménager chaque fois une résonance et une solennité qui convient à un chef d'État en des moments comme celui-ci. Ils étaient au-delà de 10 000 ce soir, venus entendre le premier ministre dont l'argumentation de fond contre le oui reste la même qu'il y a 3 semaines. Le PQ, dit-il, présente la souveraineté comme inséparable de l'association. Or, il ne peut pas y avoir d'association faute d'associés dans les autres provinces. Donc, pas de souveraineté association. D'autre part, le fédéral, et lui, Pierre Trudeau, et tous ceux qui l'accompagnaient ce soir, s'engagent à prendre le non référendaire pour un oui au renouvellement de la Constitution. Et lui, Pierre Trudeau, s'engage à mettre les autres provinces au pas. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. À 6 jours du référendum, le premier ministre Trudeau se garde encore de dévoiler ce qu'il entrevoit comme changement constitutionnel. Après avoir gagné les élections, sans trop préciser son programme, le premier ministre sera passé par le Québec référendaire en disant de nouveau, mais avec une gravité particulière, « Faites-moi confiance ». Ici James Bamber, à Montréal. Le fédéral et les provinces se sont aussi opposés pendant toute la saga constitutionnelle. Le gouvernement fédéral, depuis le traité de Westminster, a comme objectif de rapatrier la Constitution, qui est encore une loi britannique à cette époque.
Dans les années 70, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau organise une conférence constitutionnelle en invitant les premiers ministres des provinces à Victoria, en Colombie-Britannique. Robert Bourassa participe aux négociations et on vient bien près d'un accord. Cependant, le gouvernement Bourassa n'accepte pas la charte constitutionnelle puisque celle-ci n'accorde pas suffisamment de pouvoir pour le Québec, en matière sociale notamment. Après le référendum de 1980, Trudeau tente à nouveau de procéder au rapatriement de la Constitution. Une autre conférence constitutionnelle est organisée et le Québec y est représenté cette fois par René Lévesque. La conséquence de cette conférence, c'est l'isolement du Québec puisque toutes les provinces, sauf le Québec, sont d'accord avec le projet de Trudeau de rapatrier la Constitution. Alors, messieurs, après cet hymne à l'harmonie de M. Davis, je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Ce sera au peuple québécois et à lui seul d'en tirer la conclusion. Je suis arrivé ici lundi avec un mandat voté à l'unanimité des partis, un mandat de l'Assemblée nationale du Québec qui demandait au gouvernement fédéral et qui demandait évidemment aussi à nos collègues autour de la table, mais d'abord au gouvernement qui a été l'auteur du projet qui est devant la Chambre des communes. Ça lui demandait, cette résolution, de renoncer au caractère unilatéral de la démarche et surtout à renoncer à imposer de cette façon quelque atteinte que ce soit aux droits et au pouvoir de l'Assemblée nationale du Québec sans son consentement, parce que derrière l'Assemblée nationale du Québec, la source du pouvoir sont les citoyens du Québec. Je m'étais permis d'insister aussi sur le fait que le premier ministre fédéral et son gouvernement agissaient ainsi sans aucun mandat explicite, sans aucun mandat d'aucune sorte des citoyens, non seulement du Québec, mais du reste du Canada. Et à ce point de vue, d'ailleurs, l'apparente offre de compromis spectaculaire d'hier matin, c'est-à-dire l'offre référendaire, nous a paru intéressante parce que sur le fond, justement, c'était possiblement une façon démocratique de sortir de l'impasse, de donner à tous les citoyens qui sont la seule source du pouvoir et personne autour de cette table n'a de pouvoir équivalent, de donner à la population l'occasion de se prononcer. Et c'était en même temps la seule proposition fédérale qui puisse respecter le mandat que nous avions reçu de l'Assemblée nationale du Québec. À propos de la formule d'amendement qui est là devant nous, signée par les 10 autres gouvernements, il n'y a plus, à toutes fins utiles, ce qui, depuis 114 ans, depuis le début de la Confédération, a représenté la garantie essentielle de la protection des droits et des pouvoirs du Québec, c'est-à-dire une forme valable et non pas une forme punitive de droit de veto. Il n'est absolument pas question, pour un gouvernement québécois qui se respecte, d'accepter une pareille évolution. Jamais le gouvernement actuel du Québec, ni votre serviteur, ne capituleront là-dessus. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit, et surtout des pouvoirs à la fois traditionnels et fondamentaux, sans notre consentement. Et je répète que nous prendrons tous les moyens qui nous restent pour empêcher que ça se produise. Le 20 novembre 1945, à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, le plus grand procès de l'histoire s'ouvre dans le palais de justice de Nuremberg, en Allemagne. À 9h45, dans le crépitement des flashs des 400 journalistes présents, 21 des plus hauts dirigeants nazis s'installent sur le banc des accusés. Ils s'apprêtent à comparaître devant un tribunal militaire international
composé de juges britanniques, américains, russes et français, les 4 pays vainqueurs. Pendant plus de 10 mois, ce procès inédit va tâcher de juger et de punir sans délai les responsables de l'une des pages les plus sombres de notre histoire. La ville de Nuremberg n'est pas choisie par hasard. C'est là que 10 ans plus tôt, en 1935, le Troisième Reich promulguait les lois de Nuremberg, terreau de l'idéologie raciste et antisémite nazie. S'ensuivra la guerre, l'horreur, le massacre de populations civiles, l'humiliation, la haine, le génocide de plus de 5 millions de Juifs et la négation de la valeur humaine. Face à l'immensité de ce génocide et aux atrocités commises par les nazis, 4 chefs d'accusation sont retenus contre les prévenus. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Les Alliés instaurent alors pour la première fois un tribunal international et inventent les notions de crime contre la paix et contre l'humanité pour désigner la violation des droits fondamentaux d'un individu ou d'une population. Les hommes ne sont d'ailleurs pas les seuls à être jugés. Pour la première fois, des institutions telles que la SS, l'escadron de protection nazie, ou la Gestapo, la police du Reich, figurent aussi sur le banc des accusés. Pour consolider ce nouveau droit mondial, l'ONU promulgue la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. D'autres procès seront ouverts pour juger les responsables encore vivants, les gardiens de camps, les tortionnaires, les médecins, les complices et les donneurs d'ordre. 1er octobre 1946, à 13h50, la Cour se réunit pour la dernière fois afin de rendre son verdict. 12 prévenus sont condamnés à mort. Parmi eux, Göring, Ribbentrop ou encore Keitel. Les autres sont condamnés à la prison, parfois à vie. 3 enfin sont acquittés à la surprise générale. Écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec Macron. Il faut emmerder les antivax. Alors, toute mesure qui vise à emmerder les antivaccins, je suis pour. Pourquoi? Parce que, selon moi, emmerder les emmerdeurs, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux avertir tout le monde aujourd'hui, soyons très clairs. On va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Soyons très clairs, là. Aujourd'hui, un passeport vaccinal est valide avec 2 doses. Au cours des prochains mois, je vous le dis, on n'a pas encore déterminé la date parce qu'on ne peut pas demander aux gens de répondre à une exigence si on ne les a pas donné la chance d'être vaccinés. Mais on va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Le premier objectif, c'est de limiter les contacts. Puis le deuxième objectif, c'est de les protéger contre eux-mêmes. Alors, s'ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, on va les protéger contre eux. Puis on va s'assurer qu'ils comprennent très bien que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, bien qu'ils restent chez eux. Cette 3e dose sera éventuellement obligatoire pour mettre à jour le passeport vaccinal. Mais déjà, dès le 18 janvier, ce sera 2 poids, 2 mesures dans les succursales de la SAQ et de la SQDC. Les clients et les employés ne seront pas soumis aux mêmes exigences. Véronique Dubé. Dans un peu plus d'une semaine, vous devrez montrer patte blanche avant d'entrer dans une succursale de la SAQ ou de la SQDC. Bien, moi, dans le fond, moi, je ne suis pas vaccinée. Puis je trouve ça très dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui achète à SAQ. Là. On va acheter nos boissons ailleurs. Si la mesure imposée par Québec fait beaucoup réagir, voilà qu'un profond malaise est palpable au sein des employés parce que la SAQ n'exige pas le passeport pour ses propres travailleurs. Je trouve que c'est un non-sens total. Là. S'ils veulent vraiment appliquer cette règle-là, tabarnouche, mais qu'ils l'appliquent à l'interne pour les employés aussi. Là. Cet homme qui a requis l'anonymat dit que son gestionnaire de succursale est anti-vaccin. Comment il agit, lui, par rapport à ça? Il l'a dit ouvertement. Lui, il s'en cache pas, il l'a dit ouvertement. Là. On va voir qu'il y a des collègues qui sont non vaccinés, qui vont avoir à appliquer le jouet à la police, mais qui sont non vaccinés. Moi, ça me rend extrêmement mal à l'aise, honnêtement, avec vous. Là. Moi, être à la place du client, là, je serais extrêmement mal à l'aise. Écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec Macron. Il faut emmerder les antivax. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. L'intention derrière la contribution santé,
c'est pas de faire mal aux personnes qui sont mal prises. Là. Les grandes surfaces qu'on va définir comme étant 1500 mètres carrés et plus vont avoir un passeport vaccinal. La seule exception, c'est pour ceux dont ce n'est pas la principale raison, c'est soit la nourriture ou la pharmacie. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. La crise du système de santé ne se réduit pas à la question des non-vaccinés, c'est une crise structurelle, une crise de long terme. Je m'inquiète de ces mesures ciblées, particulières, contre un groupe désigné bouc émissaire. J'y vois une forme de mesure de défoulement collectif. C'est-à-dire, vous vous souvenez de la formule dans Rock et Belles Oreilles du commandant Cadorette qui disait « Ils vont souffrir ». Bon, j'ai l'impression qu'on a des commandants Cadorette au pouvoir qui veulent faire souffrir les non-vaccinés. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, je les vois un peu comme bouc émissaire, parce que ça commence avec, ils n'auront pas accès à ça. D'abord, les restos, la vie sociale. Ensuite, ils n'auront pas accès à SAQ. Ils n'auront pas accès au cannabis public. Là, ils vont devoir payer un impôt supplémentaire. C'est quoi la prochaine étape? Il y a quelque chose d'une inflation là-dedans qui me semble relever de la compensation morale davantage que du choix de santé publique. Ce qui est critique, c'est les 3-4 semaines devant nous. Or, cette mesure est destinée à convaincre des gens d'aller se faire vacciner. Ils auront leur première dose de vaccin. Pensez-vous que ça va les protéger, surtout contre le variant Omicron auquel le vaccin n'est pas adapté? Il faudra ensuite une deuxième dose. Au minimum, on ne peut pas trop rapprocher les doses, sans ça, on n'aura pas de bons résultats. Au minimum, 4 semaines, qui sera encore le même vaccin pas adapté au Omicron qui domine dans notre paysage. Autrement dit, je veux dire, c'est juste un défouloir parce que sur le plan pratique, ça ne donnera pas de résultats, ça n'aura pas d'impact sur les chiffres avant au moins 2 mois, avant au moins 2 vaccins. Et même là, on se demande parce qu'on le sait que même parfois avec 2 vaccins, beaucoup de gens qui sont ici, il y a eu un échappement de l'infection. Ce qui m'agace dans l'idée de ce vaccin pot, c'est, comme dit Mathieu, le côté des fouloirs. C'est on va les écœurer, on va les pogner, on va les faire payer, là, tu sais. C'est pas une politique de santé publique quand le bien fondé d'une politique, c'est d'assouvir la colère collective. Je comprends, puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard de cette minorité qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux. Donc, je comprends que c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau de la santé. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier important pour la majorité des Québécois. Donc, c'est pas vrai que ce 10 %-là de la population va venir nuire aux 90 % de la population. Donc, on est en train de regarder le montant. On veut que ce soit un montant significatif. Tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose, auront une facture à payer parce qu'il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois à payer pour ça. Il y a un mystère